Ma fille a dit, j'ai une surprise pour toi. Et m'a donné une enveloppe. Je croyais que c'était une carte d'anniversaire tardive. Ce n'était pas le cas. C'était une demande pour les économies de toute ma vie. Quand j'ai refusé, elle m'a donné une seconde surprise, un visage plein de café à écaler. 1 heure plus tard, alors que je me tenais sur la pelouse de la maison que j'ai construite, la police est arrivée. Mais ils n'étaient pas là pour elle. Ils étaient là pour moi. Si vous croyez que l'amour d'un parent ne devrait jamais être un chèque vide pour le manque de respect, s'il vous plaît aimez et abonnez-vous et laissez-moi savoir dans les commentaires d'où vous écoutez. Le matin avait commencé par une paix tranquille qui se sentait sacrée. Je suis David Peterson. J'ai 68 ans et depuis que ma femme Clara est morte l'an dernier, ces moments tranquilles sont ce qu'il me reste. La lumière du soleil s'est répandue dans la cuisine de la même façon que pendant 40 ans, éclairant les petites poussières qui dansaient dans l'air. C'était une bonne maison, une maison forte remplie de fantômes de souvenirs heureux. J'étais en train de remuer du miel dans mon thé du matin quand la sonnette a sonné. C'était ma fille Jessica et son mari Marc. J'ai ressenti un sentiment d'espoir familier, le genre stupide qui ne semble jamais apprendre. Peut-être que cette fois serait différente. Ils sont entrés avec des sourires qui n'ont pas atteint leurs yeux. Marc m'a porté un peu trop fort sur l'épaule, un geste censé être amical, mais plus comme une évaluation. Jessica a embrassé l'air près de ma joue. Nous étions juste dans le quartier, papa, dit-elle, sa voix lumineuse et fragile. Ils n'ont jamais été dans le quartier. Leurs visites ont toujours été calculées, conduisant toujours à une demande. Je leur ai versé du café, les mains fermes, trahissant aucune des précautions que j'ai ressenties. Nous nous sommes assis à la petite table en chêne où j'ai aidé Jessica avec ses devoirs de 3e année. Après quelques minutes de petites discussions tendues sur la météo et leur nouveau VUS, Jessica a glissé une enveloppe de couleur crème sur la table. Son sourire s'élargit. J'ai une surprise pour toi, papa. Je l'ai ramassé. C'était croquant et très important. Pendant une seconde, je me suis laissé imaginer que c'était une photo à ultrasons ou peut-être des billets pour un voyage ensemble. Je l'ai regardé, cherchant une véritable étincelle d'affection dans ses yeux, mais je n'ai trouvé qu'une anticipation tendue. J'ai glissé mon doigt sous le seau et sorti les papiers pliés à l'intérieur. Ce n'était pas une lettre. C'était une collection de documents officiels remplis de textes juridiques denses. En haut de la première page, en caractères gras et impitoyables, il y avait un avis de dette. Mes yeux ont scanné la page, essayant de comprendre les chiffres, mais une figure s'est distinguée, me criant du journal. 600 000 $. Le nom sur l'avis n'était pas à moi. C'était Marx. J'ai regardé le journal, mon esprit s'est battu pour connecter les points. Le silence dans la pièce était soudain lourd, étouffant. Marx s'est penché vers l'avant, le faux charme disparu, remplacé par un froid, sens dur du droit. C'était un investissement, dit-il, comme si cela expliquait tout. Un truc de crypto. C'est allé au sud. Il agita la main de façon dédaigneuse, comme si 600 000 $ constituaient un inconvénient mineur, comme un billet de stationnement. Le fait est qu'il doit être payé d'ici lundi midi. Il n'avait pas l'air inquiet. Il semblait exigeant. Jessica a posé sa main sur mon bras, son toucher non réconfortant, mais possessif. Papa, nous savons que tu as ton épargne retraite, dit-elle, sa voix tombe dans un murmure conspiratoire. Tu as toujours été si prudent avec maman. C'est juste assis là. Ce n'était pas juste assis là. C'était mon avenir. C'était les 40 ans que j'avais passés à un bureau à équilibrer méticuleusement les livres comptables. C'était les années d'enseignement de Clara des étés passés la notation des papiers pendant que je faisais le travail de cours. C'était les vacances qu'on avait sauté la vieille voiture qu'on conduisait depuis une décennie. C'était notre sécurité, notre tranquillité d'esprit, la dernière promesse que nous avions faite de ne jamais être un fardeau pour personne. C'est notre grande pause, papa. Marc a appuyé sur sa voix, se levant avec impatience. Une fois que c'est réglé, j'ai un autre accord. C'est sûr. Nous vous rembourserons le double. Il n'y avait rien de sûr. J'avais été comptable toute ma vie. J'ai connu un mensonge désespéré quand j'en ai entendu parler. Il ne demandait pas de prêt. Il demandait un sauvetage. J'ai pris un souffle lent en essayant de garder ma voix égale. J'ai regardé ma fille, la petite fille que j'avais apprise à faire du vélo sur la pelouse même devant cette fenêtre. Je n'ai vu aucune trace d'elle dans le visage endurci de la femme assise devant moi. Non, j'ai dit.
Le mot était calme, mais il a atterri au centre de la pièce comme une pierre. Les yeux de Jessica s'élargissaient d'abord dans l'incrédulité, puis se rétrécissaient en furie. Non. Qu'est-ce que tu veux dire par non? Marc s'est moqué. Ne sois pas ridicule. C'est juste de l'argent. Que allez-vous en faire d'autre? J'ai senti une colère froide commencer à brûler à travers mon choc. Cet argent, j'ai dit, ma voix qui gagne de la force et tout ce pourquoi ta mère et moi travaillons. C'est pour ma vieillesse. Ce n'est pas pour ton truc de crypto. C'est alors que le masque de civilité de Jessica s'est finalement brisé. Son visage s'est transformé en une vilaine éternue. Tu ne nous aides jamais. Tu ne nous soutiens jamais, elle criait, sa voix tremblait. Maman nous l'aurait donné. Elle m'aimait. La mention de Clara était un couteau dans mon cœur. Clara aurait été brisée. Elle aurait vu la cupidité à laquelle j'étais aveugle depuis si longtemps. Avant que je puisse répondre, Jessica s'est envolée. Elle a pris sa tasse encore pleine de café chaud et avec une vicieuse touche de son poignet a jeté son contenu sur moi. La chaleur de la mer m'a frappé la poitrine et le cou une douleur choquante. J'ai gâché, trébuché dans ma chaise. Le liquide sombre a trempé ma chemise, écalant ma peau. Mais la douleur physique n'était rien comparée à l'agonie de sa trahison. Par la brume de la douleur, j'ai entendu la voix de Marc plein de venin. C'est notre maison maintenant, mon vieux. Dehors. Dehors. Il a attrapé mon bras, ses doigts creusant dans mon biceps et m'a sorti de ma chaise. J'étais trop stupéfait, trop blessé pour résister. Il m'a poussé vers la porte d'entrée, celle que j'avais peinte un bleu accueillant l'été dernier. Il m'a poussé sur le porche et a claqué la porte. Le clic du cul de mort résonnait dans l'air calme du matin. Je me tenais là sur mon porche devant, tremblant de choc, l'odeur de café stagnant mélangeant avec le doux parfum des rosiers que Clara avait plantés. Ma poitrine était en feu. Mon cœur était un bloc de glace. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Jessica au téléphone. Son visage était un masque de panique théâtrale. Elle criait dans les mots du récepteur que je ne pouvais pas entendre, mais je pouvais facilement deviner. Il est fou. Il nous a attaqués. J'ai peur. Puis au loin, je l'ai entendu. Une légère sirène montante. Il a grandi plus fort et plus fort. Une baleine perçante qui ressemblait à la fin du monde. Mon monde. La police venait. Et à ce moment, debout sur l'herbe où ma fille a fait ses premiers pas, j'ai réalisé qu'il ne venait pas m'aider. Il venait me chercher. Le croiseur de police a roulé à un arrêt au trottoir, ses lumières peignant silencieux, coups clignotant de rouge et bleu sur mes voisins manucures de pelouse. 2 officiers sont sortis. L'un d'eux était plus âgé, avec un visage calme et apaisé qui disait qu'il avait tout vu. L'autre était plus jeune, ses mouvements vifs et alertes. Jessica s'est immédiatement transformée en la victime parfaite. Elle a couru vers eux, son visage s'est parsemé de larmes qui n'avaient pas été là il y a un moment. « Dieu merci, vous êtes là » s'écria-t-elle en me pointant un doigt tremblant. « C'est mon père. Il vient de craquer. Il est devenu violent. Nous avons tellement peur. » Marc a enveloppé un bras protecteur autour d'elle, son visage un masque d'inquiétude feinte. « Nous nous inquiétons de lui, officier, » a-t-il dit, sa voix coule de fausse sincérité. Il a été confus dernièrement. Il pense que c'est toujours sa maison. L'officier aîné, dont le nom allure il est, m'a approché pendant que son partenaire gardait Jessica et Marc à parler. Ses yeux étaient neutres. Il ne m'a pas regardé comme un criminel. Il m'a regardé comme si je faisais partie d'un puzzle qu'il devait résoudre. Monsieur, il a commencé sa voix même. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici? Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai ni pleuré ni plaidé. Le feu dans ma poitrine avait brûlé le choc, laissant derrière lui une clarté froide et dure. C'est ma maison, j'ai dit simplement. Ma fille et son mari ont demandé que je leur donne mon épargne retraite. Quand j'ai refusé, elle m'a jeté son café. J'ai glissé à la tache sombre et humide sur ma chemise. Le regard de l'officier Riley suivit ma main, et j'ai vu un fliquet de compréhension dans ses yeux alors qu'il remarquait le rouge en colère se formant déjà sur ma peau. Son partenaire a appelé du Porsche. Ils disent qu'il a pénétré Riley, qu'ils l'ont laissé vivre ici, mais il est devenu agressif. L'officier Riley ne m'a jamais enlevé les yeux. Monsieur, pouvez-vous me confirmer votre nom? Et qui est le propriétaire légal de cette propriété? Je m'appelle David Peterson,
et je suis le seul propriétaire de cette maison. Ma femme, Clara Peterson, est décédée l'année dernière. Son nom peut aussi être sur l'acte. L'officier Riley a parlé à la radio sur son épaule, relayant mon nom et l'adresse. Nous étions tous dans un étrange silence suspendu. Le seul son, le crack de la radio de police. Jessica a regardé une certitude sur son visage, croyant que son mensonge était sur le point d'être validé. Puis la voix est revenue à la radio, claire et métallique dans l'air calme. La confirmation de propriété au 125 Oak Street est enregistrée auprès d'un David Peterson. La propriété individuelle, pas de maigre. Le changement était immédiat. Les épaules de l'officier Riley se sont détendues et il m'a fait un léger signe. Il se tourna et marcha vers le porche, tout son comportement étant passé de l'enquêteur à l'exécuteur. Le jeune officier a regardé Jessica et Mark avec une nouvelle suspicion non déguisée. « Madame, monsieur le président Riley a dit », sa voix porte maintenant un rebord d'autorité. Le dépôt d'un faux rapport de police est une infraction grave. Cet homme est le propriétaire légal de cette maison. Si quelqu'un commet une infraction ici, c'est vous. Le visage de Jessica est devenu pâle. Les larmes ont disparu. La mâchoire de Mark s'est serrée, son bravade s'écroule dans la poussière. Ils ont étranglé, essayant de reculer, mais le mensonge avait été exposé. La loi, du moins pour ce bref moment, était de mon côté. L'officier Riley est revenu vers moi. Sa voix adoucit légèrement. Monsieur Peterson, légalement, vous avez le droit de rester ici. Vous pouvez les faire enlever si vous le souhaitez, mais je fais ce travail depuis 30 ans. Je vois que c'est une affaire de famille. En ce moment, tout le monde est en colère. Il a regardé de moi à la maison, puis il est revenu. Ma recommandation professionnelle, ne restez pas ici ce soir. Laissez les choses refroidir. On ne peut pas vous forcer à partir. Mais cela pourrait être la chose la plus sage à faire pour votre propre tranquillité d'esprit. Et à ce moment, j'ai compris. Gagner cette bataille sur la pelouse ne signifiait rien. Pour gagner la guerre, j'avais besoin d'une autre stratégie. J'avais besoin de battre en retraite, de me regrouper et de me battre à mes propres conditions. J'ai regardé l'officier Riley et lui ai fait signe. Il n'y avait pas de raison de se disputer. Forçant mon retour dans ma propre maison avec une escorte de police ne nourrirait que le récit. Jessica et Mark étaient si impatients de créer celui où j'étais le vieil homme instable et agressif. J'ai vu le sourire triomphant sur le visage de Jessica en me regardant, croyant qu'elle avait gagné, qu'elle m'avait peint avec succès comme le méchant dans ma propre maison. Mes yeux l'ont rencontrée à travers la pelouse. La chaleur que j'avais gardée pour elle toute ma vie, une flamme constante qui brûlait depuis 35 ans, scintillait et sortait. À sa place il y avait quelque chose de froid, quelque chose de dur. C'était le calme d'un lac calme et profond juste avant les glaçons. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas menacé. Je lui ai dit un mot. Un mot qui était destiné à ma fille. Très bien. Je me suis tourné sans autre regard et j'ai marché vers ma voiture. Chaque étape se sentait délibérément lourde. Je pouvais sentir leurs yeux sur mon dos, mais j'ai refusé de regarder en arrière. En regardant en arrière, j'ai laissé quelque chose derrière moi. Je ne l'étais pas. Je prenais tout ce qui comptait pour moi, ma dignité, mes souvenirs de Clara, et cette nouvelle détermination. Je suis entré dans le siège du conducteur de mon ancien Buick. La voiture Clara et moi avions pris notre dernier voyage pour voir les couleurs de l'automne au Vermont. L'intérieur sentait peu son rafraîchissant préféré à la vanille. C'était un coup de poing dans la mémoire. J'ai démarré le moteur et je me suis éloigné du trottoir, conduisant dans la rue familière avec la précision soignée d'un homme qui n'avait que le temps. Ce n'était pas une retraite née de la peur. C'était un retrait tactique. J'étais comptable à la retraite de 68 ans, pas soldat. Mais je savais que tu n'avais pas combattu sur le terrain choisi par ton ennemi. Tu es tombé. Vous avez trouvé plus haut. Et tu t'es préparé à une autre guerre. J'ai conduit jusqu'à ce que le quartier familier disparaisse dans le paysage anonyme des autoroutes et des centres commerciaux. J'ai trouvé un hôtel générique, un endroit propre et respectable sans caractère et sans question. La jeune femme à la réception m'a donné un sourire poli et professionnel alors que je payais une chambre pour la nuit. La chambre elle-même était un univers loin de ma maison. C'était une odeur stérile de nettoyant industriel et de climatisation. L'art sur le mur était une impression de masse d'un voilier. Il n'y avait pas de photo sur la cheminée, aucun fauteuil usé moulé à la forme de mon corps, aucun sens de l'histoire.
C'était juste une chambre, un endroit où tu n'avais nulle part où aller. J'ai fermé la porte derrière moi et je me suis appuyé contre elle, le silence de la pièce amplifiant le rugissement dans ma tête. Je suis entré dans la salle de bain et me suis tenu devant le miroir. J'avais l'air d'être un étranger. Mon visage était pâle, mes yeux creux avec une douleur si profonde qu'il me semblait être un poids physique. J'ai soigneusement enlevé le col de ma chemise. La peau sur ma poitrine et le cou était un rouge tacheté en colère, qui commençait déjà à blister où le café avait été le plus chaud. Il a piqué une brûlure persistante et irritante. Mais alors que je regardais la blessure, j'ai réalisé que c'était une bénédiction. La douleur physique était une distraction ennuyeuse et peu profonde. Ce n'était rien, absolument rien par rapport à la blessure invisible profonde en dessous. Une brûlure sur la peau guérirait. Mais la trahison en mère de mon propre enfant, la personne Clara et moi avions versé tout notre amour dans senti comme une blessure à l'âme. Et je n'étais pas sûr qu'une blessure aussi profonde puisse s'effacer. Le silence stérile de la chambre d'hôtel était une prison. Je ne pouvais pas rester dedans. L'action était le seul antidote au poison du désespoir qui inondait mon système. J'ai pris mon téléphone. Mes mains ne tremblaient plus. Ils étaient stables. Je n'ai pu appeler qu'une seule personne. J'ai composé le numéro de mémoire, un numéro que je connaissais depuis 50 ans. Il a sonné 2 fois avant qu'une voix grâle familière ne réponde. George Franklin. George n'était pas seulement mon avocat. C'était mon ami aîné. Nous avions été colocataires dans une chambre d'hôtel de la taille d'un placard à l'université et nous étions dans les coins de l'autre depuis. C'était le témoin de mon mariage, le parrain de Jessica. Il connaissait toute ma vie le bon, le mauvais, et maintenant le mauvais. George, j'ai dit, et ma voix semblait creuse, comme si elle venait d'une grande distance. C'est David. Il y a eu une pause. George pouvait lire ma voix comme un livre. David, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air terrible. Et donc je lui ai dit. J'ai raconté toute l'histoire triée, de l'enveloppe surprise à l'échouement du café aux sirènes proches. Je l'ai dit sans émotion, comme je lisais un rapport d'audit sur une entreprise qui avait fait faillite. Parce que c'est ce que ça faisait. Une vie d'investissement émotionnel liquidée en une seule matinée brutale. À l'autre bout de la ligne, le silence était lourd. Quand George a fini par parler, sa voix était dangereusement calme au début, comme le petit murmure avant un tremblement de terre. Puis la fureur a éclaté. Ce petit ingrat. Il a juré une série de malédictions à la fois choquantes et profondément réconfortantes. Il a mis ses mains sur toi, et Jessica l'a laissé. Elle t'a fait ça. Sa rage était un feu qui brûlait pour moi, et chauffait les parties gelées de mon âme. C'était bien de ne pas être seul dans ma colère. Je vais les déchirer, David. Je les ferai exclure de la race humaine. Il a pris une grande respiration. Et quand il parlait à nouveau, l'ami avait reculé, et l'avocat avait pris sa place. Sa voix était tranchante, concentrée, une arme non ébranlée. Ok, écoute-moi. En aucune circonstance, ne leur parlez à nouveau. Ne répondez pas à leurs appels. Ne répondez pas à leurs textes. Tu ne dis rien. Compris? Je comprends, j'ai dit. Bien, il a répondu. Maintenant, David, j'ai besoin que tu réfléchisses. Tu te souviens de cette mallette? Le vieux cuir que Clara m'a fait assembler pour toi il y a environ 5 ans. Mon esprit a tremblé un moment. Ensuite, il a été mis au point. Un mince étui en cuir qu'elle m'avait donné quelques mois avant sa mort. Elle avait tant insisté. C'est dans notre coffre. Et alors? La voix de George était urgente. Clara m'a fait promettre. Elle a dit que tu ne l'ouvrirais que si tu avais vraiment besoin de te protéger d'eux. Je pense qu'on se qualifie maintenant, n'est-ce pas? Je te veux dans mon bureau à 9 h demain matin. Aigu. Et David, dit-il, sa voix s'affaiblit avec signification. Apporte cette mallette avec toi. Apportez le dernier cadeau que votre sage-femme vous a laissé. Après avoir raccroché, je me suis assis au bord du lit inconnu. La voie à suivre était sombre et incertaine. Mais maintenant, pour la première fois depuis que le café m'a frappé la poitrine, je pouvais voir une lumière. C'était un fliquet au loin, un dernier message dans une bouteille de l'amour de ma vie. Et je le suivrai. Le lendemain matin, j'ai contourné ma maison et je me suis rendu directement à la succursale du centre-ville de la banque. L'air intérieur était frais et calme, sentant le vieux papier et l'argent tranquille.
C'était un ordre de règles et de livres, un monde que j'ai compris. Un bon scrutateur m'a conduit dans la chambre forte. La porte massive en acier s'ouvrit avec un tout lourd et satisfaisant, révélant des rangées de boîtes en métal anonymes. Le mien était le numéro 347. Elle a utilisé sa clé, la mienne, et la petite porte s'est ouverte. À l'intérieur, derrière mon acte de naissance et l'acte à la maison était la mallette. Il était fait de cuir marron doux, usé, fissuré et crisé avec l'âge. On aurait dit qu'un médecin de campagne aurait porté ça il y a un siècle. C'était impensable, facilement négligé, mais comme je l'ai soulevé, j'ai senti son poids, une signification qui allait au-delà des papiers qu'il tenait. Collée à l'avant, juste en dessous des fermoirs en laiton terni, était une petite enveloppe jaune. Dans le scénario élégant et familier de ma femme, il y avait des mots qui m'ont fait respirer dans la gorge. Pour David, la note lisait, pour quand Jessica oublie qui elle est. Mes mains tremblaient alors que je traçais les lettres de son nom. C'était comme si elle était dans le coffre avec moi, sa main sur mon épaule. J'ai porté la mallette à l'une des salles d'observation privées, une petite cabine en bois avec une chaise simple et un bureau. Je suis resté longtemps assis là à la regarder à ce dernier morceau d'elle que je n'avais pas encore découvert. Mon esprit est revenu au dernier jour à l'hôpital. L'odeur stérile de la pièce, le bip incessant des machines qui n'ont pas réussi à la garder avec moi. Je me suis souvenu un après-midi quand le soleil était bas et la chambre était remplie d'une douce lumière dorée. Elle avait été faible, sa voix un murmure fragile, mais ses yeux étaient aussi clairs et aiguisés que jamais. Elle avait saisi ma main, ses doigts étonnamment forts. « David, m'avait promis quelque chose, disait-elle, son regard intense. Promets-moi que tu protégeras toujours notre fille. » J'avais serré ma gorge avec des larmes. « Bien sûr, mon amour. Toujours. » Elle m'avait serré la main plus fort. Non, elle avait insisté pour qu'elle revienne. « Vous ne comprenez pas, promets-moi que tu la protégeras, même si ça signifie la protéger d'elle-même. » Je ne l'ai pas compris. Je pensais qu'elle parlait d'un genou raclé, d'un cœur brisé, des problèmes normaux de la vie. Je n'avais jamais imaginé qu'elle en parlait. Je n'avais jamais imaginé qu'elle prévoyait un jour où la cupidité de Jessica deviendrait son plus grand ennemi. Maintenant assis dans le froid silence de la banque, ces paroles échouèrent dans mon esprit. Ce n'est plus un appel affectueux, mais un avertissement solennel et urgent. Avec une profonde respiration, j'ai déverrouillé les fermoirs sur la mallette. Il était temps de voir ce que Clara, dans son infinie sagesse, avait laissé pour m'aider à tenir cette promesse. De retour dans le calme stérile de la chambre d'hôtel, j'ai placé la vieille mallette en cuir sur le lit. C'était comme un objet sacré, une capsule temporelle envoyée d'un passé plus sage que mon présent. Les fermoirs en laiton cliquaient avec un son qui semblait faire écho dans le silence. L'odeur du vieux papier et le parfum subtil de Clara, un parfum que je pensais avoir oublié, se sont levés pour me rencontrer. Pendant un moment, j'ai senti une vague de chagrin si puissante qu'elle m'a presque fait fermer à nouveau. Mais les paroles de Georges et la dernière promesse de Clara m'ont poussé. Au-dessus était une pile de papier que j'ai reconnu immédiatement. L'acte original à notre maison, celui que nous avions signé avec les mains tremblantes de jeunes il y a 40 ans. Sous les vieux reçus d'impôts fonciers, la lettre de satisfaction hypothécaire du jour où nous avions finalement tout payé, un moment de triomphe que nous avions célébré avec une bouteille de champagne bon marché. Ce sont les artefacts de notre vie commune, la preuve tangible de la maison que nous avions construite ensemble, brique par brique, année par année. Tout était là comme je m'y attendais. Mais sous cette pile était quelque chose d'autre, quelque chose que je ne m'attendais pas. C'était un document épais et professionnel avec une couverture bleu foncé. Les lettres en relief doré sur le devant semblaient briller dans l'éclairage de l'hôtel. La famille Peterson a une confiance irrévocable. J'ai regardé les mots, un nœud de confusion qui se serre dans mon estomac. J'étais comptable à la retraite. J'ai compris les fiducies et les instruments financiers, mais je n'avais aucun souvenir de cela, pas dans ce détail, pas avec ce niveau de formalité. Je me suis souvenu de Clara en parlant de la planification de l'immobilier avec Georges, mais j'avais été tellement concentré sur sa santé. Je lui avais fait confiance pour le gérer, signer des papiers où elle m'a dit de signer. Je n'avais jamais imaginé qu'elle construisait une forteresse autour de notre héritage. Mes mains secouèrent légèrement en ouvrant la couverture. Le langage était dense, plein de termes juridiques, mais je me suis forcé à le lire lentement, l'œil de mon comptable scrutant les détails critiques. Et puis je les ai trouvés. David Peterson et Clara Peterson. Nous l'avions créé ensemble.
Les administrateurs David Peterson et Clara Peterson. Mes yeux scannaient plus loin dans la page, mon cœur commençait à battre plus vite. À la mort d'un syndic, le texte se lit comme suit, le constituant survivant assume le rôle de syndic unique agissant avec tous les droits et pouvoirs qui y sont conférés. J'étais entièrement responsable. Puis j'ai trouvé la section sur les bénéficiaires. Il n'y avait qu'un seul nom, Jessica Peterson, mais à côté de son nom était un mot qui a tout changé. Conditionnel. Mon doigt traçait les lignes de texte qui suivaient les conditions que Clara, dans sa sagesse tranquille, avait tracées comme une carte pour un futur qu'elle connaissait pourrait venir. Jessica avait le droit de vivre et de jouir de la propriété, mais seulement si elle a agi de bonne foi, et n'a rien fait pour mettre en danger le bien-être financier ou physique des syndics. La vérité m'a frappé comme un coup physique. Ce n'était pas que de la planification immobilière. C'était un bouclier. Clara avait vu le défaut de notre fille, la veine de l'égoïsme et de l'avidité que moi et mon amour paternel avions toujours excusé ou ignoré. Elle avait construit un pare-feu pour protéger notre travail de vie pour me protéger. Et elle avait laissé la dernière clé puissante dans mes mains. Je n'étais plus un vieil homme qui avait été expulsé de chez lui. J'étais l'administrateur qui tenait entre mes mains les fondements mêmes du monde de ma fille. Le cabinet d'avocats de George Franklin était un sanctuaire de l'ordre. C'était au 3e étage d'un vieux bâtiment en briques au centre-ville, un endroit qui sentait le café de brasserie vieilli en cuir et la poussière réconfortante de 1000 précédents légaux. Les murs étaient revêtus d'étagères de livres épais en cuir qui tenaient la sagesse collective de la loi. C'était le contraire de la chambre d'hôtel stérile et le champ de bataille chaotique que ma maison était devenue. C'était un endroit où les faits étaient importants. Alors que je me suis assis dans un fauteuil en cuir profond en face de son bureau en acajou massif, j'ai senti un sentiment de mise à la terre pour la première fois en 24 heures. La mallette s'ouvre entre nous, son contenu s'étend comme une carte à un royaume caché. George, avec ses lunettes de lecture perchées au bout de son nez, lut une dernière fois dans le document de confiance, un petit sifflet qui s'échappe des lèvres. Il m'a enfin regardé, ses yeux grossis par les lentilles. Il y avait un regard d'admiration profonde sur son visage. David, dit-il, sa voix est basse et respectueuse. Je l'ai déjà dit et je le répète. Votre femme Clara était un génie bona fide. Il a tapé un doigt parfaitement manucuré sur le document. Je l'ai aidé à rédiger ce document il y a 5 ans, mais en le voyant maintenant dans ce contexte, c'est un chef-d'œuvre de la protection juridique, c'est comme si elle avait vu ce jour exact venir. Je l'ai vu attendre. Je savais ce que les journaux disaient, mais j'avais besoin de l'entendre de lui pour comprendre le pouvoir de l'arme que Clara m'avait laissée. Laissez-moi vous expliquer cela en termes simples. Continua George, se penchant vers l'avant. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur qui possède votre maison. À la date de la signature de cette fiducie, vous et Clara avez cessé d'être les propriétaires. Vous avez volontairement et légalement transféré le titre de propriété à une nouvelle entité distincte, la Peterson Family Trust. Il l'a laissé couler un moment. Pensez à la confiance comme une forteresse, il a expliqué. Vous et Clara étiez les gardiens de cette forteresse, les administrateurs. Vous avez réussi. Vous avez payé ses factures. Vous avez établi les règles. Jessica, a-t-il dit, n'a jamais été propriétaire. On lui a simplement accordé le privilège de vivre à l'intérieur des murs de la forteresse. Elle est bénéficiaire, oui, mais conditionnelle. Son droit d'être là n'a jamais été vérifié. C'était un cadeau qui lui avait été prêté sur la base de son bon comportement. Mon esprit était de courir, de relier les points, de voir l'éclat du plan de Clara. Elle avait isolé le travail de notre vie de la personne pour laquelle nous l'avions construite. C'était un acte d'amour déchirant. George a vu la compréhension se lever sur mon visage. Il a poussé sur sa voix ferme, conduisant le point le plus important à la maison. Et maintenant, David, avec Clara disparue, tu n'es pas juste un tuteur. Vous êtes le seul commandant de la forteresse. En tant que seul fiduciaire intérimaire, vous disposez de l'autorité juridique absolue et incontestée, pour faire respecter les règles de cette fiducie. Et ces règles, dit-il, ramasser le document et pointer vers une clause spécifique sont parfaitement claires. Le droit de Jessica de vivre dans cette maison dépend entièrement de son absence de préjudice financier ou autre pour les syndics. Il a enlevé ses lunettes et m'a regardé directement, l'avocat reculant et mon ami revenant. Elle n'a pas juste jeté du café sur son père, David. D'un point de vue juridique, le bénéficiaire a commis un acte d'agression contre le syndic. Elle n'a pas seulement demandé ton argent de retraite.
Le bénéficiaire a tenté d'extorquer les biens de l'homme responsable de la fiducie dont elle bénéficie. Elle ne t'a pas brisé le cœur. Elle a fondamentalement violé les termes de sa résidence. Il s'est penché sur sa chaise, le cuir grinçant. Pour être clair, Jessica ne possède pas la maison. Elle n'a aucune prétention. Et vous, mon ami, vous avez le droit de faire respecter les conséquences. Georges se pencha vers l'avant, son comportement passant de celui d'un ami réconfortant à un prédateur légal chevronné qui venait de constater une faiblesse fatale dans les défenses de son adversaire. Il a glissé le lourd papier de caution du document de confiance sur l'acajou poli jusqu'à ce qu'il soit directement devant moi. Son index, contondant et stable, est descendu sur un seul paragraphe au milieu de la page 7. C'était en vertu de la section intitulée Pactes et obligations des bénéficiaires. Il a tapé le papier 2 fois pour mettre l'accent. Ce David, il a dit sa voix basse et précise. C'est le moteur de toute la machine Clara construite. C'est la clause qui compte plus que tout autre. Lisez. Je me suis penché dans les yeux, me concentrant sur le texte noir croquant. Il a été écrit en langage clair, sans ambiguïté, le genre de phrase qui ne laisse aucune place à l'interprétation. La bénéficiaire, Jessica Peterson, j'ai lu à haute voix, ma propre voix, une étrangère à mes oreilles, ne prendra aucune mesure qui pourrait causer un préjudice financier, émotionnel ou physique au syndic ou aux syndics intérimaires. En outre, le bénéficiaire ne doit pas tenter d'influer indûment sur les biens appartenant au syndic, de les forcer ou de les saisir à des fins personnelles. Les mots pendaient en l'air, un acte d'accusation parfait et dévastateur de tout ce qui s'était passé hier matin. C'était comme si Clara avait été une mouche sur le mur, prenant des notes pour l'avenir. Georges a laissé un souffle court et vif qui n'était pas tout à fait un rire. C'était un son de satisfaction juridique pure et sans adultère. Il s'est penché sur sa chaise, le cuir gémissant en protestation. C'est magnifique, n'est-ce pas? Si simple, si direct. Il s'est bercé les doigts en me regardant au-dessus d'eux. Allons-y, mettons les actions de Jessica et Marc d'hier contre cette clause spécifique. Ils sont venus chez toi sous de faux prétextes. Ils vous ont présenté une dette frauduleuse. Ils n'ont pas demandé, mais ont exigé que vous liquidiez vos biens personnels de retraite pour les couvrir. Comment ce carré ne doit-il pas tenter de saisir des biens à des fins personnelles? Il n'a pas attendu une réponse. Il était sur un rouleau, la juste colère édifiant dans sa voix. Et puis il y a le café. Il secoua la tête lentement, un sourire sombre touchant ses lèvres. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire d'un homme qui savait qu'il avait une main imbattable. Votre fille, la bénéficiaire de cette fiducie, a jeté du liquide sur vous, le seul fiduciaire intérimaire. Je pense que même un étudiant en droit de première année pourrait prétendre que cela cause des dommages physiques. Ce n'est plus qu'une dispute familiale, David. Elle n'a pas juste franchi une ligne de décence commune. Elle a pris un lu-jamais et a brisé une alliance fondamentale du document juridique qui lui accorde le privilège même de vivre dans cette maison. Il se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la rue animée en bas. Vous voyez? Clara n'était pas juste prudente. Elle était prophétique. Elle a vu que ce n'était pas juste une possibilité. C'était une probabilité. Elle savait que la faiblesse de Jessica, son sens du droit amplifié par ce parasite qu'elle a épousé, pourrait un jour devenir une menace directe pour vous. Elle n'a pas construit de mur. Elle a construit une cage. Une cage confortable, belle, mais néanmoins une cage, avec une règle très claire écrite sur la porte. Ne mordez pas la main qui vous nourrit. Il s'est retourné vers moi, ses yeux flambant avec conviction. Eh bien, David, hier elle n'a pas juste mordu. Elle a essayé de couper tout le bras, et ce faisant, elle vient de te donner la clé à la serrure. Un lourd silence s'installa dans le bureau de Georges, rempli seulement par le ticking calme d'une horloge grand-père dans le coin. J'ai jeté mon pouce sur la signature de Clara sur le document de confiance. J'avais l'impression de toucher sa main une dernière fois. J'ai maintenant compris le pouvoir juridique que j'avais, mais Georges avait raison. C'était un bouclier, une arme défensive. Cependant, l'attaque était toujours en cours. La date limite de lundi de Marc était proche, et la dette était encore un mystère. Georges semblait lire dans mes pensées. Il est retourné à son bureau et s'est à nouveau assis. D'accord, David, dit-il, sa voix tombe à un ton peu conspiratoire. Nous avons notre défense. La vision de Clara nous a donné une forteresse en fer. Mais une forteresse ne suffit pas. Pour gagner une guerre,
vous avez besoin d'intelligence. Vous devez connaître votre ennemi. Il plie les mains sur le bureau, son expression est sérieuse. Cette histoire de 600 000 $ Marc a filé, il est plein de trous. Un simple investissement crypto a mal tourné. C'est trop soigné. C'est le genre d'histoire qu'un menteur paresseux raconte. Pour une somme aussi grande avec un délai aussi serré, il se passe quelque chose de plus sale. Quelque chose qu'il veut cacher. Il se pencha vers l'avant, les yeux se fermant sur le mien. Je veux engager un détective privé. J'ai un homme que j'utilise depuis des années. Son nom est Ben Carter. C'est un ancien détective d'homicide, intelligent, minutieux et aussi discret qu'un prêtre dans un confessionnal. Je veux le mettre sur Marc. Je veux savoir à qui il doit cet argent. Je veux savoir où est passé le dernier centime de son investissement supposé. Je veux tout savoir. La voix de George était sombre. Avant de faire notre prochain pas, nous devons savoir avec quel genre de monstre nous avons affaire. L'homme qui avait été chassé de chez lui il y a 2 jours aurait pu hésiter, mais cet homme était parti. À sa place était le syndic de l'héritage de Clara. Fais-le. J'ai dit que ma voix était ferme sans aucun doute. Les jours qui suivirent furent une étrange sorte de purgatoire. J'ai continué à vivre hors de la chambre d'hôtel anonyme, un fantôme dans ma propre vie. Je me réveillais, buvais le café gratuit amer, et regardais les heures passées sur un écran de télévision montrant des émissions de jeux et des soap-opéras dont je ne me souciais pas. Le seul lien avec mon ancienne vie, ma seule source de tourment, était le téléphone dans ma poche. C'est devenu un portail implacable pour la rage de Jessica. Le premier jour, les textes étaient exigeants. « Papa, où es-tu ? Ce n'est pas drôle. Il faut qu'on parle. » Alors Marc dit, « Le délai est réel. Arrête d'être si enfantine et réponds à ton téléphone. » Quand je n'ai pas répondu, le ton a changé. Les exigences se sont ridiculisées en insultes. Je ne peux pas croire à ton égoïsme. Tu vas vraiment nous laisser être ruinés pour de l'argent que tu n'utilises même pas. Puis sont venus les textes qui ont été conçus pour me blesser de la manière la plus profonde possible. Maman aurait tellement honte de toi. Elle nous aurait aidés dans un battement de cœur. J'ai lu celui-ci et j'ai dû m'asseoir sur le bord du lit de l'hôtel, la chambre semblait s'incliner autour de moi. C'était un coup vicieux, calculé. Marc a essayé une tactique différente, en envoyant un seul message menaçant. « David, tu fais une énorme erreur. Ces gens ne jouent pas. » J'ai regardé les mots, un œuf froid qui se serre dans mon estomac. J'ai suivi les instructions de George. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. Chaque notification, chaque buzz du téléphone était un test de ma nouvelle résolution. Chaque fois que j'ai ignoré un appel, chaque fois que j'ai supprimé un message et ne sans répondre, j'ai senti un petit morceau dur de ma vieille puce plus douce, remplacé par quelque chose de plus fort. J'étais en deuil, je me suis rendu compte, pas pour ma maison, mais pour la fille que je croyais avoir élevée. Et avec chaque appel sans réponse, j'ai été lentement, douloureusement laissé partir cette version d'elle. Le 4e jour, le téléphone a de nouveau sonné avec le nom de Jessica. Je l'ai regardé à l'écran qui était devenu une source de cette douleur. Puis, avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années, j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation et je l'ai retenu jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Le silence qui a suivi a été le son le plus pacifique que j'ai jamais entendu. L'appel de George est arrivé un vendredi après-midi, une semaine après mon arrivée dans son bureau. Sa voix au téléphone était dépourvue de sa chaleur habituelle. Il a été coupé, urgent. « David, c'est George. Le rapport de Ben est entré. Tu dois aller dans mon bureau tout de suite. » Je n'ai posé aucune question. J'ai mis mes chaussures, je suis sorti de l'hôtel et je suis parti. Quand je suis arrivé, l'atmosphère était lourde. George ne souriait pas. Il s'est tout simplement hissé vers la chaise que j'avais assise et a glissé un épais dossier de manila brun sur la surface polie de son bureau. Il a atterri avec un voyou doux et odieux. « J'ai demandé à Ben de trouver un mauvais investissement, » dit George, sa voix un faible grognement. « Ce qu'il a trouvé. David, c'est autre chose. Votre gendre n'est pas un investisseur raté qui a fait une erreur stupide. C'est un voleur professionnel qui a construit un piège prudent et délibéré. » J'ai ouvert le dossier. La première page était un résumé, et les mots semblaient sauter de la page, chacun un coup séparé. La société de Marc, Prestige Property Venture, était une cham, une société de coquillage avec un site web chic et une boîte aux lettres louées.
L'histoire de crypto était une fabrication complète, un mensonge pour couvrir une vérité bien plus sinistre. C'était un escroc immobilier. George a expliqué le régime en détail. Mark avait créé un projet fantôme, un condo de luxe inexistant appelé The View Terrace. Il avait imprimé des brochures brillantes montrant de belles personnes riant sur des balcons ensoleillés qui ne seraient jamais construits. Il avait des rendus architecturaux d'une piscine qui n'était rien de plus qu'un fantasme d'artiste. Puis il était parti chasser. Sa proie n'était ni de grandes sociétés ni d'investisseurs riches. Il a ciblé les vulnérables. Le rapport était rempli de noms, chacun une petite tragédie. Un couple retraité de l'Ohio qui avait donné à Mark tout leur nid $950 000 comme acompte sur un condo où ils prévoyaient passer leurs années d'or. Une jeune médecin qui avait investi 75 000 de ses économies d'années de résidence. Une enseignante veuve qui avait fait confiance à Mark avec les $50 000 que son mari lui avait laissés. Il les avait charmés, leur avait vendu un rêve de brise océanique et un avenir sûr. Puis il avait simplement pris leur argent et disparu. Il n'était pas juste un mauvais homme d'affaires. C'était un parasite qui se nourrissait de la confiance et de l'espoir de bonnes personnes. Une vague de nausées m'a emporté. Ce n'était pas juste mon argent ou ma maison. Cet homme avait détruit des vies. Mais ce n'était pas le pire. Le $600 000, dit George, sa voix à peine un murmure. Ce n'est pas l'argent qu'il doit à ses pauvres, David. C'est l'argent qu'il doit à ses associés. Il a expliqué que l'argent de départ pour mettre en place l'escroquerie, imprimer les brochures et construire le faux site web venait d'un prêteur privé, une opération de requin solitaire avec des liens profonds avec le crime organisé. Ce ne sont pas des gens qui envoient des lettres d'un avocat. David George a dit, ses yeux sombres avec l'implication. Ce sont des gens qui brisent les rotules comme premier avertissement. La date limite de lundi n'était pas une banque. C'était à propos de la santé physique de Mark. Il était terrifié. Et puis le dernier morceau lait du puzzle s'est mis en place. Il n'allait jamais te rembourser. George a déclaré le fait minuit sur son bureau. Son plan était de prendre vos économies de vie, de payer la mafia, et de disparaître avant que les victimes qu'il a escroquées puissent le trouver et de porter plainte. Il n'essayait pas d'obtenir un prêt de son beau-père. Il essayait de te faire le dernier porte-bagages, la dernière personne à être trompée avant qu'il ne parte au coucher du soleil. J'ai regardé le dossier sur une photo grincheuse de la professeure à la retraite, une femme gentille avec un sourire doux. Mark ne m'avait pas seulement insulté. Il ne m'avait pas juste agressé. Il avait essayé de faire de moi un complice involontaire de la destruction de la vie de cette femme. J'ai eu pitié de Jessica pour son mauvais jugement en épousant cet homme évaporé. Elle s'était attachée à un monstre, et ce monstre était maintenant ma responsabilité d'arrêter. Avec le rapport de l'IP couché entre nous comme un serpent venimeux, le chemin vers l'avant est devenu clair. Le temps d'attendre tranquillement était fini. Le temps d'agir était venu. George le stratège a toujours pivoté dans sa chaise en cuir à dos élevé et a commencé à taper. Il n'a pas parlé pendant plusieurs minutes. Le seul son dans la pièce, le clac rythmique confiant du clavier. Il composait l'instrument de leur chute, et il l'a fait avec la précision ciblée d'un maître artisan. Enfin, il a filé le moniteur vers moi. À l'écran se trouvait une lettre officielle rédigée sur la tête de lettre officielle de son cabinet. C'était une œuvre d'art, un chef-d'œuvre d'ambiguïté stratégique. Elle a été adressée à Madame Jessica Peterson et à Monsieur Mark Thompson. C'était poli, professionnel et complètement mortel. Elle a demandé leur présence à une réunion obligatoire dans son bureau le vendredi suivant à 10 h du matin. Le génie était dans le but déclaré de la réunion. George avait écrit que la réunion devait discuter officiellement de la dispersion des biens de la succession de la famille Peterson afin de parvenir à une résolution rapide et amicale de la situation financière actuelle. Chaque mot était techniquement vrai, mais il était conçu pour être lu par l'avidité, le désespéré, et l'arrogant. C'était un piège appâté par la seule chose qu'il savait. Il ne pouvait pas résister à l'odeur de l'argent libre. Il l'a fait envoyer par un serveur de processus professionnel cet après-midi-là, une touche officielle qui l'a rendu à la fois intimidant et non négociable. Je pourrais imaginer la scène dans ma propre maison. Je les ai imaginés stewing dans mon salon le délai de lundi, en respirant leurs coups, devenant plus désespérés à l'heure. Puis le coup à la porte, un homme en costume leur remettant une enveloppe légale. Je pouvais voir le flash de la peur dans leurs yeux, rapidement remplacé par la confusion, et puis une joie triomphante au lever en lisant les mots soigneusement choisis. J'ai presque entendu le rire arrogant de Mark qui résonnait de mes propres murs. Il a fermé.
Je t'avais dit que le vieil homme se cachait les mains. Il avait juste besoin d'un petit coup de pouce. Et Jessica, ma fille, hocherait d'accord, son soulagement laverait toute trace de culpabilité. Bien sûr. Elle dirait que sa voix est pleine de ce puissant fond de droit que j'ai vu si clairement. C'est mon père. Il ne laisserait jamais rien de mal m'arriver. Il passerait les prochains jours dans un état de fête, en choisissant de nouvelles voitures, en planifiant des vacances coûteuses. Il se rendait au bureau de George vendredi, non pas en tant que personne en difficulté, mais en tant que héros conquérant arrivant pour la cérémonie de reddition. Il croyait avoir gagné. Il n'avait aucune idée qu'il marchait volontairement dans les mâchoires d'un piège qui leur avait été fixé il y a 5 ans par une femme dont l'amour était beaucoup plus sage et plus complexe qu'il ne le pouvait jamais comprendre. Vendredi matin, j'étais dans la salle de conférence de George 1 heure avant la réunion prévue. On ne parlait pas beaucoup. Nous venons de nous asseoir 2 vieux amis dans une pièce tranquille attendant le dernier acte d'une pièce qui avait été écrite il y a longtemps. La salle de conférence elle-même a été conçue pour l'intimidation. La table était un seul morceau massif d'acajou poli qui semblait absorber la lumière. Les chaises en cuir étaient hautes et imposantes. De la fenêtre du 18e étage, la ville en bas était petite et ordonnée. C'était une salle où les fortunes étaient décidées et les futures réécrites. C'était la scène parfaite. À 10 heures, la porte s'est ouverte et ils sont entrés. Ils n'étaient pas habillés pour une réunion judiciaire sombre. Ils étaient habillés pour une fête de victoire. Mark portait un costume bleu sur mesure qui criait ambition. Et Jessica était dans une robe lumineuse et élégante, portant un sac à main design qui a probablement coûté plus que ma première voiture. Ils ont déménagé avec une confiance non gagnée, un swagger qui m'a dit tout ce que je devais savoir. Ils croyaient vraiment avoir gagné. Ils m'ont vu assis à la tête de la table et leurs sourires se sont élargis. C'était le sourire condescendant qu'on donne à un enfant qui a finalement cessé de faire du tente. Ils n'ont pas vu d'homme en contrôle. Ils ont vu un portefeuille qui allait être ouvert. George s'est montré un modèle de courtoisie professionnelle. Jessica, Mark, merci d'être venu. Asseyez-vous. Il a fait un geste aux 2 chaises de l'autre côté de la table, créant délibérément un champ de bataille large et poli entre nous. Mark ne m'a même pas regardé. Il s'adressa directement à George comme si j'étais un meuble. George, dit-il, sa voix léchait de faux charme. Heureux que nous puissions enfin mettre cette affaire malheureuse derrière nous. Il a ensuite tourné son attention vers moi, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Nous croyons que vous avez eu le temps de réfléchir et d'arriver à la bonne décision, a-t-il dit, son ton, ne laissant aucun doute quant à cette bonne décision. Lundi arrive vite. Jessica était plus calme, mais pas moins arrogante. Elle a évité mon regard, s'occupant en plaçant son sac à main cher parfaitement parallèle au bord de la table. Nous avons des réservations de déjeuner à 1, a-t-elle annoncé à la chambre comme si nous étions tous à son horaire. J'espère que ça ne prendra pas trop de temps. Je suis resté silencieux à travers tout ça. Je ne les ai pas salués. Je n'ai pas reconnu leurs remarques condescendantes. Je me suis simplement assis là à la tête de la table qui me semblait être la tête de ma propre vie, et je les ai regardés. Mes mains étaient pliées calmement sur le bois poli devant moi. Ma respiration était lente et même. La tempête de chagrin et de colère qui avait fait rage en moi pendant la semaine écoulée était passée, laissant derrière lui un calme profond et inébranlable. Je n'étais plus un père trahi ou une victime en état de choc. J'étais auditeur. J'étais ici pour examiner les livres pour trouver les écarts et corriger les comptes. Et je savais avec une certitude absolue qu'un jugement douloureux final était sur le point d'entrer dans le grand livre. George s'installa dans sa chaise, l'image d'une autorité calme. Il a posé ses mains à plat sur la table, un geste à la fois ouvert et commandant. Il regarda Jessica et Mark, son expression illisible, et commença. « Nous avons examiné votre demande, dit-il, sa voix remplissant la pièce tranquille. Comme nous l'avons indiqué dans notre lettre, nous sommes prêts à discuter d'une dispersion des biens. » Un signe de triomphe est passé entre Mark et Jessica. Ils se penchaient légèrement vers l'avant comme des loups parfumant un repas. Ils pensaient que c'était le moment de leur victoire. Cependant, George a continué à durcir son ton juste assez pour couper à travers leur arrogance avant d'arriver à ce qu'il y ait une question préliminaire que nous devons aborder. Nous devons parler de cette dette de $600 000. Il s'approcha de sa chaise et souleva l'épais dossier de Manila que Ben Carter avait préparé. Il ne l'a pas ouverte. Il l'a simplement placée au centre de la vaste table polie. Il était là entre nous un objet d'un immense poids.
Marc s'est déplacé dans son siège, un soupçon de malaise qui a finalement traversé sa façade. Et alors, demanda-t-il, essayant de paraître dédaigneux. C'est une affaire privée. Nous sommes ici pour discuter de la contribution de David. Les yeux de Georges se rétrécissent. Au contraire, Marc, quand vous demandez à cette famille de verser plus d'un demi-million de dollars, votre entreprise devient notre entreprise. Parlons de votre investissement. Il a fait un geste au dossier. Nous avons pris la liberté de faire une diligence raisonnable. Puis Georges a commencé à parler. Il a exposé toute l'histoire triée avec la précision froide et dépassionnée d'un chirurgien. Il a nommé Shell Corporation Prestige Property Venture. Il a nommé le développement fantôme Seaview Terrace. Il a parlé des brochures brillantes et de la piscine fantôme. Et puis il a commencé à inscrire les noms des victimes. Un couple retraité de l'Ohio, dit-il, sa voix est stable. 150 000 $, toute leur vie. Un jeune médecin, il a continué son regard fixé sur Marc. 75 000 $. Un professeur veuf. Avec chaque nom, une couche du corps de Marc a été enlevée. La couleur s'est drainée de son visage, laissant derrière lui un éclat de sueur pâle et cireuse. Sa position confiante s'est effondrée. Il semblait rétrécir dans son costume cher. Ce n'était pas qu'une accusation. C'était une dissection. Georges ne devinait pas. Il disait des faits. Le dernier coup est arrivé quand Georges a glissé le dossier sur la table. Il s'est arrêté directement devant Marc. Ce n'est pas un mauvais investissement, a dit Marc Georges, sa voix tombant à un pré-murmure, mais portant plus de menaces que n'importe quel cri. C'est de la fraude criminelle. C'est une arnaque immobilière, et vous êtes l'architecte. Le silence qui suivit était absolu. Marc fixa le dossier comme si c'était un serpent enroulé, incapable de parler, incapable de bouger. La vérité l'avait finalement coincé. Pour la première fois, Jessica a regardé loin de la promesse d'argent et a regardé son mari. Elle ne voyait pas un magicien financier, mais un animal coincé. L'arrogance a disparu, remplacée par une panique crue et nue, son front sillonné dans la confusion. Marc, dit-elle, sa petite voix, la voix d'un enfant dans la chambre soudainement froide et hostile. De quoi parle-t-il? Qui a-t-il dans ce dossier? Il ne pouvait pas lui répondre. Il ne pouvait même pas la regarder. Il vient de regarder le dossier qui a tenu la ruine complète et totale de sa vie. Georges a laissé le poids de la tromperie de Marc pendant un long moment. Puis, avec le calme d'un maître d'échecs faisant son dernier mouvement de fin de match, il tourna son attention vers ma fille, et qu'il dit. Sa voix lisse comme la glace nous amène à la question de la maison. Il est entré dans sa mallette et a produit le document couvert bleu épais que Clara avait laissé derrière. Il l'a poussé sur la table polie. Il a glissé silencieusement, s'arrêtant directement devant Jessica. Ses yeux grands avec la confusion et la peur fléchée du document à son mari, puis à moi. Cette Jessica est le Peterson Family Trust. Georges a expliqué son ton, ne laissant aucune place à l'argumentation. Il est le propriétaire légal et unique de la propriété dans laquelle vous résidez actuellement. Ta mère dans sa prévoyance infinie a transféré la maison dans cette confiance il y a 5 ans. Il a laissé ce fait se régler avant de continuer. Votre père est le seul administrateur intérimaire. Vous avez été nommé le bénéficiaire qui vous a accordé le privilège de vivre là. Mais ce n'était jamais un droit. C'était un cadeau avec condition. Il se pencha légèrement vers l'avant. Et quand vous avez agressé physiquement le syndic et tenté d'extorquer ses biens personnels, vous avez fondamentalement et irrévocablement violé ces conditions. Vous avez enfreint les règles de la maison. Puis vint le dernier moment magnifique et terrible. Georges a pris une feuille blanche d'un dossier. Il l'a tenue un instant, puis l'a placée doucement sur le document de confiance épais. Le contraste était frappant, et ceci, dit-il, sa voix calme mais finale, est un avis légal d'expulsion. En exerçant pleinement son pouvoir de fiduciaire, votre père a mis fin à votre statut de bénéficiaire de la fiducie. Vous et votre mari avez 30 jours pour vous retirer de la propriété. Leur visage s'est effondré. Le droit émouvant, la certitude arrogante, tout cela s'est dissous en pure secousse. Il s'attendait à un chèque de 600 000 $. Il sortait avec un avis d'expulsion. Tout au long de la réunion, je n'avais pas dit un seul mot. Maintenant, je me suis penché vers l'avant et ai parlé pour la première fois. Ma voix n'était pas forte. Ce n'était pas en colère. C'était calme. Et c'était définitif. Surprise,
Jessica, je dis, regardant directement dans les yeux brisés de ma fille. Mon cadeau est la liberté. Libérez-vous du fardeau de la maison et de vous. La finalité de mes paroles a aspiré tout l'air de la pièce. Jessica me regarda, sa bouche légèrement ouverte, son esprit refusant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Le smug Victor d'il y a 10 minutes était parti, remplacé par un fantôme. Son monde soigneusement construit sur une base de droit, et ma faiblesse supposée venait d'être nivelée par une seule phrase tranquille. Marc a été le premier à se casser. Il a tiré sur ses pieds, la chaise grattant violemment contre le sol. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il gâché, sa voix un mélange pathétique de bluster et de panique. C'est illégal. Nous allons poursuivre. Nous prendrons tout. Georges n'a même pas fléchi. Il est resté assis. L'image d'une autorité calme. Pour quel motif, Marc? Il a demandé, son ton dangereusement doux. La confiance est rongée, et quant à la prise de tout, je crois que le dossier devant vous, a-t-il indiqué au rapport de l'IP vous suggère d'avoir des préoccupations juridiques beaucoup plus pressantes que celle-ci. Cette seule phrase a atterri comme un coup de poing à l'intestin, et tout le combat est devenu hors de portée. Il s'est effondré dans sa chaise, un homme brisé. Jessica s'est finalement effondrée. Un sanglier sec et enroulé a échappé à ses lèvres. Papa, s'il te plaît. Elle chuchotait le mot, papa, maintenant un plaidoyer désespéré au lieu d'un titre. Ne faites pas ça. Où allons-nous? Que ferons-nous? Je n'ai pas répondu. Il ne restait plus rien à dire. Georges s'est levé. Cette réunion est terminée, a-t-il annoncé à la salle silencieuse. Il a appuyé sur un petit bouton sur l'interphone du bureau. Brenda, pourriez-vous sortir Monsieur Thompson et Madame Peterson? La porte s'ouvrit et l'assistant poli mais ferme de Georges apparut. Jessica et Marc furent escortés de la pièce comme des employés déshonorés, et non des héros vainqueurs. La porte cliquait derrière eux, laissant un profond silence dans son sillage. Je n'ai pas ressenti la ruée triomphante de la victoire que j'attendais. Il n'y avait pas de joie, pas d'allégresse. Il n'y avait qu'une tristesse profonde et tranquille et le lourd morceau d'une chose nécessaire finalement fait. Ce n'était pas une vengeance. La vengeance est une émotion chaude, désordonnée et finalement vide. C'était différent. C'était l'équilibre final et douloureux d'un registre moral qui était dans le rouge depuis trop longtemps. Je n'avais pas agi par colère. J'avais simplement exécuté la dernière volonté et testament de l'amour de ma femme, un amour qui était assez sage pour protéger notre famille même de lui-même. Les 30 jours passèrent dans un flou d'activités tranquilles. J'ai engagé une équipe de nettoyage pour nettoyer ma maison de haut en bas, un acte qui ressemblait moins à un nettoyage et plus à un exorcisme. J'ai récupéré ma chambre par chambre. Je suis revenu et j'ai commencé le processus lent et pacifique de remettre ma vie en ordre. J'ai dormi dans mon propre lit, bu du thé dans ma propre cuisine, et j'ai pris soin des roses de Clara, qui commençaient à fleurir. Les nouvelles de Marc ne sont pas venues comme une explosion dramatique, mais comme une conclusion tranquille et inévitable. Georges m'a appelé un soir alors que je regardais le coucher du soleil de mon porche arrière. Allumer les nouvelles locales. David était tout ce qu'il a dit. Je l'ai fait, et il y avait le visage de Marc, une tasse grincheuse sur l'écran. Il avait été arrêté plus tôt ce jour-là. Les victimes du rapport du pays, l'enseignant retraité et le jeune couple et tous les autres se sont retrouvés. Ils s'étaient rassemblés, avaient engagé un avocat et lui avaient porté tout le poids de la loi. Il était confronté à de multiples accusations de fraude criminelle. Il n'y avait aucun plaisir à le voir déshonoré, seulement un mauvais sentiment de soulagement. Un prédateur avait été enlevé des rues. Un chapitre a été clos. J'ai éteint la télévision et je suis retourné regarder le coucher du soleil, sentir un calme sens de l'ordre s'installer sur le monde. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. J'ai vu le nom de Jessica sur l'écran, et mon premier instinct était de l'ignorer, une réponse conditionnée de semaines de ces messages haineux. Mais quelque chose m'a fait répondre. Je me suis volé pour un autre barrage d'accusations ou de revendications. Au lieu de cela, tout ce que j'ai entendu, c'était un bruit brisé et braqué. Le bruit de quelqu'un qui pleure sans retenue. Papa, une petite voix étouffée murmura. Papa, c'est moi. Je n'ai pas parlé. Je viens d'écouter. Je n'ai rien. Elle a pleuré, ces mots ponctués par des gaz désespérés pour l'air. Ils ont pris la voiture. La banque a tout gelé à cause de Marc.
Je reste sur le canapé d'un ami. Je suis désolé, papa. Je suis tellement désolé pour tout. Tu avais raison. J'avais tort. J'étais si stupide et si mal. Ce n'était pas la performance calculée d'un manipulateur. C'était le son brut et non filtré d'une vie qui avait complètement implosé. C'était la première fois depuis des années que j'avais entendu la voix de ma vraie fille, l'enfant vulnérable caché sous les couches de la cupidité et du droit. Pour la première fois, ses excuses ressemblaient à la vérité. J'ai écouté ma fille pleurer, et pour la première fois, je n'ai pas ressenti l'envie instinctive immédiate de se précipiter et de tout réparer. L'ancien moi aurait dit, c'est bon. Rentre à la maison. Mais l'ancien moi était parti. Après que ses sanglots se soient écroulés dans un silence fragile, j'ai finalement parlé. Ma voix n'était pas froide, mais elle n'était pas chaude non plus. C'était la voix d'un homme qui avait appris la dure leçon de fixer des limites. Je vous entends, Jessica, dis-je tranquillement. Et j'accepte tes excuses, mais les excuses n'effacent pas ce qui s'est passé. J'ai pris un souffle, laissant le poids de mes prochains mots se régler. Tu ne peux pas revenir à la maison. Ce n'est plus une option. J'ai laissé la fin de cette déclaration en l'air avant de continuer. Mais je ne te verrai pas dans la rue. Voilà ce que je vais faire. Je paierai le dépôt de garantie et les 6 premiers mois de loyer sur un petit appartement d'une chambre. Je paierai aussi pour que tu voies un thérapeute. Je pense que vous avez beaucoup à faire et vous avez besoin d'aide professionnelle pour le faire. Je me suis arrêté pour m'assurer qu'elle comprenait les termes. Ce n'était pas une négociation. C'était la nouvelle réalité. Après ces 6 mois, vous êtes seul. Tu dois trouver un travail. Tu dois te soutenir. Vous devez enfin apprendre à vous tenir debout sur vos 2 pieds. J'ai pensé à Clara et à la promesse que je lui avais faite. C'était la seule façon de protéger notre fille. Je t'aimerai toujours, Jessica, et c'était la vérité. Mais l'amour n'est pas un chèque vide. Quelques mois plus tard, la maison était à nouveau calme. Mais c'était un autre genre de calme. Ce n'était pas le silence solitaire de la douleur, mais le silence pacifique d'une vie remise en ordre. J'étais dans le salon à trier dans une boîte de vieilles photos, une tâche que je n'avais pas eu le cœur à affronter depuis que Clara est passée. J'en ai pris un. Il était de nous deux debout sur la pelouse avant le jour où nous avons acheté cette maison, jeune et stupide, et plein d'un espoir si brillant il était presque aveuglant. J'ai regardé depuis le visage souriant de la jeune femme sur la photo. Jusqu'au jardin juste devant la fenêtre. Son jardin où les roses étaient en pleine floraison. Et je sentais sa présence non pas comme une absence douloureuse mais comme une lumière chaude et régulière. C'était sa sagesse qui avait été mon bouclier, son amour, mon guide. Cette maison, cette vie que nous avons construite était sûre. J'avais protégé notre héritage. Mais plus encore, j'avais donné à notre fille le seul cadeau dont je n'avais jamais eu besoin. La chance difficile, douloureuse, nécessaire de grandir. Les comptes étaient équilibrés. L'ordre a été rétabli. Et dans le calme de ma propre maison, je me sentais enfin en paix. Cette histoire nous enseigne que le vrai amour doit être associé avec le respect de soi. Pendant des années, le soutien inconditionnel de David a été confondu avec la faiblesse, ce qui a permis un sentiment de droit qui est devenu une arme contre lui. En fixant enfin des limites fermes, il n'arrêta pas d'aimer sa fille. Il a commencé à se respecter. La leçon la plus difficile qu'il a enseignée était que l'amour véritable n'est pas un simple contrôle du comportement destructeur, mais le don difficile de la responsabilité. Parfois, l'acte d'amour le plus profond est de permettre à quelqu'un de faire face aux conséquences de ses choix, leur donnant la seule chance réelle de grandir. Que feriez-vous dans la situation de David? Et avez-vous déjà eu à fixer une limite difficile pour vous protéger?